Ok, bonjour à tous. Vous êtes 12 dans le chat. Euh, je vous- C'est ça, oui, vous êtes 12. Ok. Je suis en compagnie de Sarah Kino, qui est directrice commerciale à l'inclusion, et de Marie Racuglia, qui vont nous parler aujourd'hui du statut de travailleur, travailleuse, handicapé et indépendant. Euh, je vous laisse présenter du coup qui vous êtes et votre intro. Ça marche. Sarah, je te laisse commencer et j'enchaîne. Ça te va? Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sarah Quino, je suis directrice commerciale et marketing chez l'Inclusion, qui est une entreprise sociale qui accompagne, forme et met en relation des travailleurs indépendants handicapés avec des entreprises. Et pour ma part, donc Marie Laculia, moi je suis consultante en innovation, notamment donc l'UX design, entre autres, j'en parlerai tout à l'heure. Et je vais vous présenter surtout la partie sur les forces en fait du handicap, qui est un grand sujet parce qu'on met souvent en évidence les faiblesses. Et ici, j'avais envie de mettre en avant en fait un changement de paradigme tout simplement et vous montrer qu'en fait, c'est pas des compétences qui sont recherchées, tout simplement. Sarah, je te laisse du coup commencer à nous présenter du coup ce que c'est que les TIH en fait finalement. C'est un mot qui est un peu un travailleur indépendant handicapé et du coup tout ce que ça représente en termes de aussi tu as quelques chiffres il me semble aussi. Ça va permettre Exactement. de poser le contexte. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Voilà, moi, je vais vous présenter le statut TIH et ce que nous faisons donc, chez l'Inclusion. Comme je vous le disais, on est la plateforme experte des travailleurs indépendants handicapés et des freelances en situation de handicap. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être reposer le contexte législatif, finalement, de l'emploi et du handicap en France, de ce qu'on appelle l'OETH, donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Déjà, un rappel sur que dit la loi. Donc, toute entreprise de plus de 20 salariés, elle a une obligation d'emploi de 6% de travailleurs en situation de handicap. Ça représente à peu près un employé sur 17. Lorsque une entreprise elle ne remplit pas cette obligation d'emploi, elle paye auprès de l'État et d'un organisme qui s'appelle l'AGFIP ce qu'on appelle une contribution handicap. Pour vous donner un chiffre, en France, il y a 3,5% des entreprises qui remplissent cette obligation d'emploi de 6%. Et l'un des moyens qu'a une entreprise pour diminuer cette contribution handicap tout en étant dans une démarche inclusive et notamment dans le choix de ses prestataires, c'est d'avoir appel et de faire appel à ce qu'on appelle la sous-traitance handicap et les acteurs de la sous-traitance handicap. Alors, ils sont au nombre de 3. Ceux que vous connaissez probablement, les entreprises adaptées, les ESAT. Ça, c'est une solution plutôt pour traiter un grand volume de commandes. Ça peut être des entreprises qui ont parfois plus de 100 travailleurs handicapés qui y travaillent. On va les retrouver sur des métiers classiques, entretien des espaces verts, aménagement des locaux, mais pas que. Ça se modernise dans tout ce qui va être également agence de communication ou encore maintenance informatique. Ça, ce sont les 2 premiers acteurs, les historiques. Et depuis 2016, un nouvel acteur a rejoint ce qu'on appelle la sous-traitance handicap. Ce sont donc les TIH, donc travailleurs indépendants handicapés, freelance ou entrepreneurs en situation de handicap. Donc ça, ce sont généralement des personnes qui sont en micro-entreprise. Et voilà, c'est une solution que vous connaissez très bien, qui se rapproche du freelancing et que l'on connaît bien. Là, je vous ai mis un exemple, en fait, pour vous montrer les problématiques que peuvent avoir une entreprise qui paye une contribution handicap. On va prendre l'exemple d'une entreprise qui a 1000 ETP. Donc, ETP, ça veut dire équivalent temps plein, mais ça se rapproche de 1000 salariés. Elle a donc une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés, ce qui représente 60%. Là, dans ce cas-là, elle a 20 travailleurs handicapés dans ses effectifs. Il lui, entre guillemets, manque 40. Elle va donc payer chaque année auprès de l'État une contribution à GFIP ou une taxe handicap de 240 000 euros si elle ne fait aucune action auprès des EA, ESAT ou TIH. Et donc là, dans ce cas-là, si elle achète 50 000 euros de prestations intellectuelles, c'est 15 000 euros qu'elle pourra déduire de sa contribution handicap, puisque lorsque les entreprises ont recours au TIH, c'est 30% des coûts de main-d'œuvre de chaque facture qu'elles peuvent déduire de leur contribution handicap.
Je vous ai pris un autre exemple peut-être plus précis. Comme je vous le disais, donc à chaque fois qu'un TIH contractualise une mission auprès d'une entreprise qui est soumise à l'OETH, c'est 30% des coûts de main-d'œuvre qu'elle pourra déduire. Donc là, si une entreprise, imaginons, elle contractualise une mission de 10 000 € avec un graphiste pour la création d'une identité visuelle, eh ben, c'est donc 10 000 € fois 30%, donc 3 000 € qu'elle pourra déduire de sa prochaine contribution handicap. Donc, c'est un vrai avantage, on va dire, compétitif et concurrentiel d'avoir recours au TIH, et c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez mettre en avant dans votre négociation. En plus du volet RSE, c'est de se dire, bah voilà, en ayant recours au service d'un TIH, c'est ces fameux 30% qui s'appliquent. Alors, maintenant, je vais vous parler donc, du statut de TIH et des missions que nous, on a référencées qui sont effectuées par les TIH, notamment au travers de notre plateforme. Mais avant de commencer, un rappel sur voilà, qu'est-ce que le statut de travailleur indépendant handicapé, parce qu'on l'aborde depuis le début de ce webinaire. Mais donc, c'est la combinaison de 2 statuts. Le premier, c'est être reconnu travailleur handicapé. La reconnaissance la plus commune, c'est la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais pas que. Il y en a d'autres qui vont être bénéficiaires d'une pension militaire ou une pension d'invalidité, titulaire de l'AAH. Voilà, il y a plusieurs moyens pour être reconnu travailleur handicapé. Et le second, c'est d'être indépendant, donc c'est d'être finalement au cabis de sa société. Ça peut être aussi bien personne physique, donc nous, comme je vous le disais, on a une majorité d'auto-entrepreneurs qui sont référencés chez l'inclusion, mais pas que, ça peut être SAS, SARL, SASU, etc. Et également les personnes qui seraient en portage salarial. Une fois qu'un individu a la combinaison de ces 2 statuts, il est automatiquement reconnu travailleur indépendant handicapé. Il n'y a aucun agrément, aucune démarche administrative à effectuer. C'est un statut qui s'obtient de fait. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là. Mais lorsque vous contractualisez une mission avec une entreprise pour faire valoir votre statut de TIH et notamment que l'entreprise puisse déduire ces fameux 30%, vous avez juste à leur transmettre à chaque fin d'année ce qu'on appelle une attestation de déductibilité que vous pouvez trouver sur Internet, que vous remplissez et que vous leur remettez. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là. Là, c'est un panorama des métiers, domaines d'activité où sont référencés, donc les presque 900 travailleurs indépendants handicapés référencés sur l'inclusion. On va les retrouver sur les métiers assez traditionnels du freelancing et du consulting, avec sur tout ce qui va être conseil et appui aux fonctions de support, secrétariat, formation, RH, conseil à MOA. Ensuite, vient tout ce qui est IT et data, donc tout ce qui va être développement informatique, consulting RGPD, design UX, UI. De par l'inclusion, on a également 14% des consultants qui sont référencés qui vont travailler sur toutes les problématiques liées au handicap, que ce soit l'accessibilité des bâtiments, mais également tout ce qui va être accessibilité numérique, du conseil aux entreprises sur leurs achats inclusifs et comment dynamiser leur politique handicap, et après tout le volet sensibilisation, formation et ateliers de sensibilisation au handicap. Ensuite, on en a 13% sur tous les métiers de l'image, graphisme, design, photographie, etc. Ensuite, les métiers du marketing et de la communication. Ensuite, on va en avoir 10% sur tous les services particuliers aux entreprises. Donc ça, c'est tout ce qui est bien-être, massage, coaching, traiteur. Et ensuite, je passe rapidement sur les autres expertises. Là, c'est dénominateur commun des niveaux de formation à Bac+8 et plus, des conférenciers, avocats, architectes notamment, et enfin tout ce qui va être production, bâtiment, travaux publics, etc. Ça, juste pour vous dire, c'est une vision des TIH référencés sur l'inclusion et également une partie sur Malte, mais en France, il y a peu d'études sur le sujet, mais on estime qu'il y a à peu près 75 000 travailleurs indépendants handicapés, mais on va avoir également toutes les personnes qui vont être artisans, commerçants, professions libérales, et nous, vraiment, l'inclusion, notre positionnement, c'est d'être sur les métiers de la prestation intellectuelle et quasi 100% B2B. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive des métiers qui peuvent être exercés par des TIH.
Là, ce sont quelques chiffres clés issus d'une étude qu'on a réalisée avec notre partenaire Malte sur finalement qui sont les TIH référencés sur les plateformes de freelancing. 3 chiffres clés, 75% d'entre eux ont bac+2 et plus, et voire beaucoup plus. 40% effectuent des missions inférieures à 1 mois. Ça s'explique par 2 facteurs. Le premier, c'est qu'on a identifié pas mal de missions en communication, marketing, événementiel ou team building, par exemple. Donc, c'est des missions à projet relativement courtes qui se déroulent sur quelques jours, voire une journée. Et ensuite, on a également quasi 40% qui réalisent des missions en 100% télétravail. Ça s'explique par 2 raisons. C'est que les premières, idem, les métiers communication, marketing, mais également IT, s'effectuent très bien et traditionnellement à distance, pas besoin de se déplacer spécialement chez le client. Et le deuxième point où je voulais attirer votre attention, c'est que lorsqu'on est indépendant, on peut débloquer des fonds, notamment auprès de l'AGFiP, pour adapter son poste de travail à domicile. Et donc, certains TIH que l'on a interrogés ont adapté, que ce soit leur poste de travail ou leur logiciel ou pour des raisons de fatigabilité, par exemple, et vont préférer réaliser leur mission à 100% à distance. Concernant la répartition géographique, là, on suit finalement les tendances du travail indépendant avec 60% qui résident dans les grandes métropoles et une concentration en Île-de-France avec quasi 300 TIH référencés sur l'inclusion. Là, je vous ai mis quelques exemples. C'est une liste non exhaustive du type de mission qu'on a pu contractualiser l'année passée auprès de nos clients, que ce soit tout ce qui va être service particulier aux entreprises, donc initiation à la sophrologie, des conférences, des ateliers de prévention sur les risques sociaux. Sur la partie fonction support, pour Total, on a une mission longue de recrutement, on a eu de la traduction de documents, de l'administratif. Et sur tout ce qui est communication, IT, marketing, de la refonte de sites internet, du consulting RGPD. On a une mission longue pour la SNCF d'un dev full stack qui fait une mission chez eux. Et après, des missions de mise en page, de retouches, photos, d'enregistrement de podcasts, de création de visuels. Bref, cette liste n'est absolument pas exhaustive. Sur cette slide, c'est juste pour vous donner un panorama. C'est toujours des données issues de notre étude avec Malte pour voir un peu finalement avec quel type d'entreprise les TIH contractualisent une mission. C'était une question à choix multiple. Il faut savoir que c'est majoritairement avec des TPE, PME, mais pas que. C'est en TPE, associations et grandes entreprises qui arrivent en top position. TPE et PME, on en a identifié pas mal parce que finalement, les entreprises ont des besoins assez, on va dire, contractualisent très vite avec des TIH, quand avec les grandes entreprises, parfois le process de recrutement, de contractualisation et de référencement fournisseur peut être un peu plus long, ce qui peut expliquer ces différences. Et là, je vous ai donné, pour finir, quelques autres chiffres clés des TIH et du nombre de missions qu'on a pu identifier au travers de nos 2 plateformes. Donc, c'est plus de 220 missions qui ont été réalisées au travers de la plateforme Malte par des TIH inscrits sur l'inclusion et sur Malte. Nous, chez l'inclusion, chaque année, on fait plus de 300 mises en relation entre des TIH et des entreprises de notre réseau. Et en plus de ces 220 missions réalisées sur Malte, sur l'inclusion, c'est plus de 50 missions ont été réalisées avec d'autres de nos clients. Et ça, c'est des chiffres qui sont en constante augmentation d'année en année. Voilà. Pour un peu finalement les généralités, les grandes lignes des TIH, qui sont-ils, quel type de mission et quel type d'entreprise. Et pour finir, je voulais rapidement parler de nous, qui nous sommes chez l'inclusion. On a été créé en 2016 par Didier Roche, qui est lui-même entrepreneur en situation de handicap. Il a notamment fondé les restaurants et spas dans le Noir, mais il a surtout œuvré pour la reconnaissance des TIH dans la loi, donc pour que les TIH puissent faire bénéficier à leurs clients de ces 30% de réduction. Et dans la foulée de cette reconnaissance, il a fondé l'inclusion pour justement accompagner les entrepreneurs en situation de handicap.
Donc ça, c'est notre première date clé. La deuxième, c'était 2022, c'est notre dernier plaidoyer, c'est l'intégration des TIH dans les clauses sociales des marchés publics pour les entreprises qui répondent à des appels d'offres. Elles ont des clauses d'insertion à réaliser et étaient mentionnés de nombreux bénéficiaires, notamment les entreprises adaptées et les ESAT, mais les TIH étaient entre guillemets les grands oubliés de ces clauses d'insertion, et suite à un plaidoyer de notre part, ils sont intégrés. Donc voilà, les entreprises qui répondent à des appels d'offres peuvent intégrer des consultants en situation de handicap dans la réponse à appel d'offres. Donc c'est voilà, un nouveau relais business pour les TIH. Et nous, l'inclusion, nous, on est une plateforme de mise en relation, pas de contractualisation. Avec d'un côté, on a 2000 prestataires référencés sur notre plateforme, que ce soit des TIH, des EA ou des ESAT, où l'inscription est entièrement gratuite. Faut juste, et tout type de métiers sont acceptés. Il faut juste avoir le statut de TIH que l'on vérifie. Et de l'autre côté, des entreprises qui s'abonnent à nos services. Et donc, comme je vous le disais, à date, on a 850 TIH quand il y a 2 ans, on en avait uniquement 500. Donc, voilà, une augmentation constante et des TIH inscrits et du nombre de clients. Et chez l'inclusion, on est 30 collaborateurs, donc plus de 15 qui vont être dédiés à l'accompagnement de travailleurs indépendants handicapés, puisqu'on a 3 programmes pour les accompagner. Donc, le premier, c'est l'inclusion.fr et notre partenariat avec Malte. Donc, ça, c'est vraiment la mise en relation business qu'on peut faire entre les TIH et les entreprises pour la réalisation de missions. Dans le cadre de cette activité, vous l'aurez compris, on a noué un partenariat avec Malte et ça permet 2 choses. Côté TIH, d'accéder à une offre élargie de mission, puisque Malte nous envoie des offres de mission que l'on retransfère aux TIH référencés sur l'inclusion. Et côté entreprise, et notamment grandes entreprises, c'est de centraliser toutes leurs missions sur Malte, puisque la partie contractualisation entre les TIH et les entreprises peut s'effectuer sur Malte. Et donc, voilà, pour les entreprises, c'est une simplification du processus de contractualisation. Ça, c'est notre première activité. La deuxième, ça s'appelle TIH Booster. Ça, c'est un programme gratuit d'accompagnement commercial, social et administratif pour les TIH en fait, qui ne vivraient pas encore pleinement de leur activité ou qui auraient des problématiques, par exemple, de compensation du handicap. Pour ça, on a des bureaux partout en France. Et pour vous donner encore un chiffre, désolé, ça fait beaucoup de chiffres dans cette présentation, mais l'année dernière, c'est à peu près 300 entrepreneurs qui ont été accompagnés par ce programme. Et enfin, on a des modules de formation, idem, qui sont gratuits et en ligne, disponibles sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle TIH Learning. Et ça va être des modules comme comment parler de mon handicap lors d'une réunion commerciale, quel statut choisir pour mon entreprise. Donc, toujours à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap. Et là, on est en train de diffuser la saison 2 sur notre chaîne YouTube. Et il y a également des podcasts qui sont gratuits. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les activités que nous proposons et tous les programmes que nous proposons au TIH sont entièrement gratuits. Et enfin, pour terminer, comment en fait les entreprises qui souhaitent avoir recours au TIH procèdent, où elles les recherchent sur notre plateforme l'inclusion ou sur la plateforme Malte via notre partenariat. Ça, c'est la partie recherche finalement un peu en autonomie. Ça, c'est vraiment les services que l'on propose aux entreprises. La deuxième, c'est que chez l'inclusion, on est 30 collaborateurs, mais il y a 2 personnes qui sont dédiées à la partie sourcing, donc, qui mettent en relation les TIH d'un côté et les entreprises de l'autre. C'est vraiment une partie de sourcing sur mesure. Et bien évidemment, il y a des offres de mission qui sont publiées et qui sont visibles partout sur notre site internet. Et ce sont les offres de mission de nos clients. Voilà, on touche à la fin de ma présentation et juste pour aller plus loin, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le statut, je vais vous coller dans le chat l'étude que l'on a faite avec Malte d'une 15aine de pages pour tout savoir sur le statut de travailleur indépendant handicapé. Merci beaucoup. Merci Sarah. Je vous laisse le lien de la chaîne YouTube de l'inclusion et du site de l'inclusion dans le chat. On n'a pas de questions pour le moment. Si vous avez des questions, je rappelle, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou dans l'onglet questions directement. Voilà, je te laisse la main, Marie, du coup. C'est parti. Je partage mon écran. Vous me dites quand vous voyez bien mon écran. C'est bon ? C'est bon. C'est bon.
Alors, moi, pour ma part, je vais vous présenter donc en complément donc passation de relais avec Sarah. Donc, merci beaucoup Sarah d'avoir posé le contexte, etc. Ça permet aussi d'avoir un peu les chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, mais les chiffres c'est intéressant parce que ça permet aussi de montrer la phase immergée de l'iceberg et on n'a pas une bonne vision en fait du handicap. Donc, c'est important d'avoir cette phase-là pour bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve et dans lequel cette présentation s'inscrit. Moi, je vais vous parler en plus, du coup, en complément, du coup, moi, plutôt des forces et non des faiblesses, parce qu'on parle beaucoup, en fait, des faiblesses, et effectivement, c'est quelque chose qui est connoté de manière péjorative, soyons francs, et moi, je vais vous montrer l'inverse, en fait. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire, du coup, une petite intro. Il y aura un petit quiz, donc vous préparez-vous. Et ensuite, je vais vous présenter, du coup, pourquoi, par exemple, les services secrets, la NASA recherchent notamment des 10 mais spécifiquement, c'est vraiment une recherche spécifique lors de recrutement, donc comme quoi, voilà. Ensuite, je vous parlerai des forces, les forces et non plus les faiblesses, parce qu'effectivement, bon, alors, je suis fan de neurosciences pour ceux qui le savent, quelqu'un le savent, et donc là, il y a notamment la neuroplasticité qui joue, et en plus de ça, il y a beaucoup de compétences qui viennent en plus, et j'en dis pas plus pour l'instant. Et on finira du coup par l'importance du regard que l'on porte sur le handicap, parce que finalement, c'est le point clé. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander, en fait, selon vous, donc dans le chat, je n'ai pas la vue sur le chat. Romain, je te laisserai me guider, du coup, de ce qui est inscrit, parce que là, je suis en plein écran. Selon vous, quel est le point commun de toutes ces personnes-là? J'ai quelques photos, j'ai aussi mis des noms. En dessous, donc il y a Winston Churchill, Agatha Christie, Léonard de Vinci, Albert Einstein, JFK, Laura Charles, Tom Cruise, Keanu Reeves, Abraham Lincoln. Selon vous, est-ce que vous avez une petite idée de ce qui, finalement, quel est le point commun de ces personnes? Alors, il y a Gaylord qui dit hypersensibilité. Salomé, elles sont 10. Salomé, c'est tout toi, ça. La neuroatypique, ils ont un handicap invisible. Et oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas c'est qui l'a dit, mais c'est ça. Béatrice. Voilà, du coup, voilà, toutes ces personnes-là ont un handicap invisible. Effectivement, leur handicap n'est pas inscrit sur leur visage. Et en plus, on les connaît, c'est des personnes qu'on connaît. Et pour certains, je suis sûre que vous dites, mais c'est quoi son handicap? Et donc, hop, voilà, donc on parle bien d'un handicap invisible et non imaginaire, parce que c'est vrai que quand on ne voit pas un handicap, on se dit, oh là là, c'est encore un truc farfelu, etc. Non, les handicaps invisibles sont vraiment des handicaps qui sont importants à prendre en compte. D'ailleurs, je vais vous poser une autre question. Donc là, ça représente voilà, tous les autres éléments qu'on peut avoir comme handicap invisible, donc handicap psychique, handicap sensoriel, handicap donc de maladies invalidantes, des troubles 10. Alors les troubles 10, on les compte au nombre de 6, donc il y en a quelques-uns. Et ensuite, les déficiences intellectuelles. Je vais vous demander maintenant, quel pourcentage des handicaps, selon vous, représentent les handicaps invisibles? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage que ça peut représenter, ces fameux handicaps invisibles, sur l'ensemble des handicaps au global? Je vous laisse cogiter un peu. 20%, 75%, 40, 80, 70. Il y a pas mal de réponses. Ah, il y a la bonne réponse. Ah, c'est laquelle? C'est 80%. Eh bien, c'est Béatrice, encore une fois. Ah là là. Du coup, c'est bien 80% en fait des handicaps elles sont des handicaps invisibles. Donc effectivement, il y a de fortes chances qu'au travail, vous travaillez avec des personnes qui sont en situation de handicap, mais handicap invisible, sans le savoir. Alors du coup, un handicap, ça ressemble aussi à ça, en fait. C'est-à-dire que ça ressemble à, vous voyez, à une personne lambda. C'est pas marqué sur son front, il n'est pas marqué défectueux, il n'est pas marqué anormal, il n'est pas marqué différent, il n'est rien marqué. Et en fait, on parle bien du coup d'un handicap, on parle bien de l'expression personne en situation de handicap. Donc, j'aime bien remettre ce terme au centre parce qu'en fait, on a un handicap qui est face à une situation et un contexte. Je reprends l'exemple d'une personne qui est en fauteuil, elle est en situation de handicap face à un escalier, clairement. Mais elle ne sera pas en situation de handicap au travail quand elle va faire du travail de bureautique, typiquement. Il n'y a absolument rien qui l'empêche de faire son travail de bureautique, aucun souci.
Et j'aime bien aussi cette expression-là, c'est on ne demande pas à un poisson d'escalader un arbre. Le handicap, si on le remet dans un contexte, c'est ça, il faut s'imaginer ça. Donc, du coup, là, ça permet en fait de rendre le handicap beaucoup moins problématique, ou cette contrainte forte qu'on peut ressentir avec le handicap, en fait, elle n'est pas si forte que ce qu'on peut appréhender. Alors, je vais vous poser une autre question. Je vous pose pas mal de questions aujourd'hui, mais d'habitude, c'est moi qui les pose, donc ça va être un peu différent. Donc là, je vais... alors, pourquoi les services secrets britanniques et la NASA et bien d'autres recrutent notamment, là j'ai pris l'exemple des 10, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Hein. Là, j'ai fait un focus sur donc les troubles 10. Donc, pour ceux qui connaissent pas les troubles 10, c'est les troubles du coup de l'apprentissage. On parle de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie, de dyscalculie, etc. Alors, réponse A, c'est un domaine scientifique. Être 10, ce n'est pas un problème. Réponse B, faut être perché pour travailler à la NASA, c'est normal. Réponse C, ils ont des super pouvoirs. Et réponse D, ils flottent mieux en apesanteur. Je vous laisse réfléchir et je vous laisse me dire un peu ce que vous en pensez. J'ai mis un sondage, si vous voulez, dans l'onglet sondage, si vous voulez participer. Et en plus, pour rejoindre encore, pour insister encore plus sur cette notion, ils ne sont pas les seuls, loin de là. Vous avez des grands groupes comme Orange, Microsoft notamment, pour ne citer que, qui font aussi appel à des personnes qui sont, on parle de non-neurotypie ou autre, mais voilà, c'est un fait. Et il y a une raison spécifique. Alors, est-ce qu'il y a eu des réponses ou est-ce que le sondage donne un peu des tendances? Pour l'instant, il n'y a que Gaylord qui nous a dit c'est un domaine scientifique. Réponse A. Ok. Et bien du coup, hop, je vais vous donner la réponse. En fait, ils ont des super pouvoirs. Alors, je m'explique. En fait, notamment ceux qui ont des troubles 10 ont des aptitudes visuelles renforcées, notamment une appréhension multidimensionnelle plus importante, à tel point, je vous donne le ratio, et ça va être très franc, un chiffre. Une personne 10 va voir, par exemple, va voir 1500 à 4000 images par seconde, quand une personne lambda, non 10, etc., en voit 150. Ça vous donne un peu l'ordre d'idée de traitement de l'information en termes d'images, en fait. Et voilà pourquoi les services britanniques, en fait, font appel à des 10, notamment pour cette capacité, en fait, à pouvoir identifier des menaces le plus rapidement possible, entre autres, et en tant que métier d'analyste, voilà, au sens large du terme. C'est cette capacité, en fait, de traitement de l'information. En tout cas au niveau des images, parce qu'on a une compensation notamment par le traitement visuel des images. Je vais donner aussi quelques exemples sur les métiers où du coup c'est une force, parce que ça c'est bien, mais alors du coup on se dit mais dans quel cas en fait je vais le mettre en application. Donc par exemple, expert en marketing digital, développeur d'applications, en robotique et en IoT, parce qu'il y a cette compétence, encore une fois, multidimensionnelle de conception 3D, etc., ça aide. Ingénieur en FinTech et data analyst, la même chose, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est l'analyse, etc., cette modélisation encore aide énormément. Et ensuite, on a les analystes en management, par exemple. Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais j'aurais pu en citer plus. Voilà, hop. Alors, et là, je vais un peu faire un focus. Alors, je vais faire un focus sur les autistes Asperger, Aspi, même si on ne parle plus d'Asperger, mais de TSA, donc trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle désormais. Mais voici quelques focus en fait sur les compétences, en fait, le point positif, les forces et non pas les faiblesses que quelqu'un qui est donc Aspi va pouvoir apporter en fait à une entreprise, notamment donc le perfectionnisme, la sensibilité aux détails. On sait qu'il y a des métiers, notamment dans la direction artistique, ou des métiers très pointus en fait dans la conception, de l'ingénierie, qui peut être très intéressant d'avoir ce sens du détail, le respect des règles, la pensée analytique, là encore ça rebondit sur la data analyse de tout à l'heure, le raisonnement basé sur la logique, la mémoire extraordinaire, ça on dit même une mémoire eiétique, donc c'est typiquement lié notamment aux autistes Asperger, et ensuite objectivité honnêteté, ça c'est assez connu aussi, c'est un élément, et pour le coup c'est
pas anodin. Je vais faire la même chose par rapport du coup aux 10. Donc, on va avoir des compétences aussi particulières telles que l'empathie. L'empathie, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, de fait, ayant vécu en situation en difficulté, sont plus à l'écoute en fait finalement de leur entourage et des personnes qui sont en besoin d'aide, etc. ont développé en fait ces petites antennes beaucoup plus fortes que d'autres. Et du coup, on va repérer aussi dans un groupe en fait les besoins et vont pouvoir en fait s'adapter et répondre du coup à l'amélioration d'une dynamique de groupe, tout simplement. La curiosité tout simplement aussi parce que ils ont dû créer leurs propres outils en fait, donc ils ont dû aller chercher des informations parce que le monde éducatif n'a pas apporté en fait une méthode qui correspondait à leur handicap, donc ils ont dû créer leurs outils. Et donc là, ça rebondit sur la créativité qui en découle de fait, donc créer ses propres outils quand ils n'existent pas. La visualisation 3D, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas reparler du sujet. Je pense que vous avez bien cerné ce point particulier. Et ensuite, donc, le leadership et la persévérance. Pour illustrer, en fait, notamment le leadership, on a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que 35% des 10 sont des chefs d'entreprise, alors qu'en réalité, ils ne représentent que 10% de la population. Donc oui, en fait, on voit quand même le ratio est assez surprenant. Mais effectivement, il y a des prédispositions aussi parfois pour ce type de position. Là, j'ai mis ces deux grandes synthèses, l'Asperger et les troubles 10, etc. J'aurais pu aussi le faire pour ce qu'on appelle les TDAH et les troubles de l'attention. J'aurais pu le faire pour d'autres non-neurotypies et d'autres handicaps. Là, j'ai fait un focus parce que le temps faisant, voilà, j'ai décidé de centrer en fait sur ces non-neurotypies spécifiquement. Tout simplement pour une raison simple, c'est que moi-même, je suis multi-10. Donc, comme ça, je connais bien le sujet et je peux effectivement vous dire en fait que ça en soit un petit parcours du combattant. Pour ma part, je vais même aller vous être transparente. Moi, j'avais la forme la plus prononcée de la dyslexie, c'est-à-dire que donc les formes de dyslexie les plus graves, j'écrivais à l'envers, de droite à gauche naturellement, ce qui est extrêmement rare. Donc effectivement, moi j'ai carrément dû apprendre à écrire à l'endroit. En rigolant, je dis souvent j'ai le cerveau à l'envers, mais finalement l'un dans l'autre, on n'est pas très loin, mais ça permet effectivement, voilà, ça m'a en fait plutôt finalement après aidé dans le sens où j'ai aujourd'hui je travaille dans l'innovation et penser différemment est plutôt une force aujourd'hui pour moi qu'une faiblesse. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, pourquoi effectivement c'est important de sensibiliser sur le handicap? Parce que instinctivement, l'être humain a peur de l'inconnu et il a peur de ce qu'il ignore. Il n'y a pas de culpabilisation à avoir, c'est ethnologique, c'est biologique. C'est parce que l'être humain a besoin aussi de se sentir en sécurité. Donc, quand il ne connaît pas quelque chose, en fait, ça met une alerte dans son cerveau. On dit attention, je ne connais pas, c'est un élément sur lequel je vais être vigilant. Ça, c'est un processus normal. Mais par contre, combattre l'ignorance par la sensibilisation et donc de supprimer cette crainte et ce cloisonnement qui est inhérent du coup à l'inconnu face à l'inconnu et l'incompréhension de ce que peut être le handicap et encore plus pour le handicap invisible, c'est important. Notamment sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge à la différence et au handicap est l'une des solutions majeures aussi pour pouvoir avoir co-construire un demain qui sera plus inclusif. J'en profite du coup pour vous mettre deux petites, là je vous ai mis deux éléments, ce sont des jeux. Parce que, alors pour des enfants, c'est encore mieux, évidemment, si on passe par le jeu, que ce soit adulte ou enfant d'ailleurs, le jeu est beaucoup plus intuitif en termes d'apprentissage. D'abord, les Invisibles, qui est un jeu en fait de cartes pour justement améliorer sa compréhension des handicaps invisibles. Donc ça, c'est pour les enfants. Et j'en ai conçu là. Et le deuxième, c'est un que j'ai conçu avec une équipe lors d'un hackathon. En fait, je participe à des fois à ce qu'on appelle des game jams. C'est-à-dire qu'on conçoit des serious games, donc des jeux ludopédagogiques en 48 heures. Là, c'était en lien avec l'INSPE, donc c'est le centre de formation des formateurs de Lille 1, de la fac de Lille 1. Ils avaient fait des recherches sur justement l'inclusion et le handicap. Donc, et le but, c'était de créer un jeu pour former les formateurs et les enseignants au handicap, tout simplement. Et donc, là, on a gagné le prix du coup de cœur du coup de cette Game Jam.
et on a ensuite été présenté au Festival international du jeu à Cannes. Donc, le jeu, c'est Ça décolle à l'école. Donc, il y a encore la V2, la deuxième version est en cours de prototypage. On travaille dessus. Mais voilà, c'est un jeu qui va permettre, en fait, qui se focalise non pas sur le handicap lui-même, mais sur comment mettre en place finalement les bons dispositifs et les bons leviers en fait face au handicap et donc permettre du coup d'apporter des solutions concrètes aux formateurs et aux enseignants. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils se sentent un peu désemparés face au handicap. Comment gérer ? Alors, je parlais de la vision du handicap. Ben voilà, en fait, ça c'est assez simple. Votre vision du handicap compte. La valeur et la confiance d'une personne et la beauté, en fait, tout simplement d'une personne commence en fait par le regard qu'on lui porte aussi. Donc, forcément, en fait, il y a tous ces stéréotypes qui sont effectivement très ancrés. Donc là, j'ai les différentes images. La première, on ne voit pas très bien le texte, mais c'est comment les recruteurs. La deuxième, c'est comment vos collègues vous perçoivent. La troisième, c'est comment la société nous perçoit en mode c'est un handicap, mais on est plutôt en vacances en fait. Et en fait, voilà, c'est un handicap un peu pipeau. Et ensuite, comment on est vraiment. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est tout ce panel en fait finalement de visions qu'il faut travailler à la source pour pouvoir du coup agir avec des actions concrètes. Alors, encore une fois, donc ça c'est un truc que je dis souvent, très souvent pendant mes interventions. Un ou des handicaps ne définissent pas une personne. C'est surtout le regard extérieur que vous lui portez. Donc, on va enlever ses œillères et on va pouvoir essayer d'avoir un regard nouveau sur le handicap. Et voilà pour ma part. C'est un sujet que m'ont traité et merci beaucoup à Romain, à Yeta. Je dis aussi merci à Léo parce que c'est venu à la base avec Léo, donc un ami qui est consultant chez Decathlon. Donc je lui dis merci par appropriation, tu leur diras du coup Romain. Mais c'est comme ça qu'en fait on a pu du coup mettre en place ce webinaire et c'est important parce que c'est pas après pas, personne après personne, sensibilisation après sensibilisation qu'on va pouvoir changer en fait finalement la perception que l'on peut avoir du handicap et j'espère effectivement que cette présentation va pouvoir aider. Une dernière chose, moi, comme je l'avais dit, je suis consultante en innovation, notamment UX designer sur certaines missions, product stratégiste. J'ai différentes missions, différentes casquettes en fonction de mes clients. Aujourd'hui, j'ai gagné 5 prix, dont 3 à l'international. Donc, sans les détailler, c'est pas l'intérêt, mais ça prouve bien qu'en fait, on peut en fait faire une carrière, etc., que le handicap n'est pas une fin en soi. Et c'est ça que je veux mettre en valeur aujourd'hui. Il faut montrer du coup aux enfants qu'on peut aller plus loin. C'est aussi pour ça que je fais des interventions dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, pour expliquer à ces enfants non neurotypiques ou avec différents handicaps que en fait les études supérieures où on leur dit tu ne pourras pas y aller pour X ou Y raison, moi on m'a dit enfant que je ne pourrais rien faire de ma vie, que si j'allais avoir mon brevet ça serait un petit miracle. J'ai eu mon bac avec mention bien, j'ai fait des études supérieures en prenant plus des langues étrangères alors qu'on m'avait dit que normalement en tant que 10 je ne pourrais avoir que le français et pas d'autres langues étrangères et pourtant j'ai bien appris l'espagnol, l'allemand, le japonais donc et l'espagnol, donc peu importe en fait. Je pense que c'est aussi en fait c'est important de rendre visible l'invisible en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais ces interventions parce que ces enfants, je ne regrette pas le parcours que j'ai pu avoir qui a pu être un combat, c'est une réalité. Je ne le souhaite à personne, c'est aussi une réalité, mais c'est pour ça que je veux sensibiliser et changer les choses aujourd'hui, notamment dans le monde de l'éducation, parce que c'est quand même encore aujourd'hui très arriéré sur certains points et c'est juste en portant la voix en fait qu'à un moment donné on peut agir sur ces sujets-là. Voilà. Et Romain, je te laisse du coup la main. Merci infiniment Marie, très beau, très belle conclusion. Merci beaucoup Sarah aussi pour la présentation. Merci à vous deux et pour tout le monde. Donc je le redis dans le chat, tout en haut on a les liens de l'inclusion que je peux remettre en bas. Là, le site
et avec toutes les offres disponibles. Allez voir, renseignez-vous. J'ai mis également les LinkedIn de Marie et de Sarah un plus haut si vous êtes curieux, curieuse. Et puis du coup, il n'y a pas de questions en fait, donc ça veut dire que c'était parfait, voilà. Il n'y a rien à dire. Est-ce que si En, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Vas-y, pardon Marie. en tout cas, si jamais il y a des questions qui reviennent après, parce que c'est des fois, ça a besoin de phosphorer, il ne faut pas hésiter. Moi, n'hésitez pas à me contacter. Je suppose que Sarah, connaissant Sarah, c'est c'est pareil. N'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de taper. Je veux laisser sa chance. Ah non, merci à tous les trois. Bon, bah ok. Donc voilà, bah, merci beaucoup encore Romain. Merci Sarah pour ta disponibilité parce que c'est vrai que je t'ai onboardé du coup et merci parce que c'était un peu court niveau timing, donc voilà. Alors, attendez, il y a une question qui vient de popper de Alexia. Votre support est-il fait pour une entreprise? Je pense que c'est destiné à l'inclusion. Pardon, Je suis pas sûr. Alexia, si tu peux préciser dans le chat. je ne vois pas la question. C'est votre support est-il fait pour une entreprise? Mais j'ai pas trop de Ouais, contexte. ou notre support à la Ah, base, il est issu d'une présentation pour les entreprises et de ce qu'on peut alors, présenter au TIH. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question de votre support est-il fait pour les entreprises. la question était en fait destinée à Marie et elle vient de préciser le Ah jeu ouais, pour ok. Marie. Alors, c'est un format que là j'ai créé spécifiquement pour ce webinaire ici, mais voilà, en fonction, en fait, je crée mes formats en fonction, tout simplement, en fait, en fonction aussi du besoin, en fait, parce qu'il y a différents besoins de sensibilisation. Voilà. Mais c'est possible. Il y a des fois, je fais des formats focus pour certaines entreprises qui ont, par exemple, je prends un exemple, mais qui ont dans leurs effectifs des personnes 10 ou Asperger, etc. Et donc là, je fais des focus sur certains handicaps pour acculturer spécifiquement à ça. Et donc, notamment, comment, sans, encore une fois, être focus sur les faiblesses, c'est comment, du coup, on peut mettre en avant, en fait, des éléments, en fait, de contexte pour favoriser l'intégration de cette personne. Comment on réagit face à telle ou telle chose, par exemple. Comment on va faciliter le dialogue, etc. Voilà. C'est plus sur ces éléments-là, en fait. Et que là, c'est vraiment quand il y a des personnes qui sont aussi des fois en entreprise, on demande, ah, tiens, on a un certain pourcentage de personnes 10, on aimerait que tu sensibilises plus sur ça ou sur ça. Voilà. Et donc là, je m'adapte. Moi, j'ai une dernière question pour conclure. Les jeux dont tu parlais, Marie, est-ce qu'on peut les trouver quelque part? Oui, alors du coup, je pourrais du coup envoyer les liens. Ouais. Il n'y a aucun souci. Alors le mien est en cours de encore co-construction sur la V2, mais c'est possible. Il suffit de venir vers moi en fait pour faire des sessions de jeu et donc c'est des sessions de jeu de formation et de sensibilisation auprès des enseignants et formateurs. Ça, il n'y a aucun souci. Et l'autre jeu il est déjà disponible et ça, je peux envoyer le lien. Et donc, je te partagerai, Romain, et ceux qui sont intéressés, je ne sais pas si tu pourras leur basculer le Ouais. lien dans un second temps. On fera un post pour info avec toutes les ressources infos nécessaires et disponibles. Et on a des questions de dernière minute qui pop. Alors, je ne sais pas si vous avez encore 5 minutes ou si Moi, vous avez... c'est bon, vas-y, je t'en prie. Alors, il y a Mélissa qui demande comment aborder notre handicap quand on a l'impression que l'entreprise n'est pas sensibilisée. À qui s'adresser? Est-ce que vous avez des REX? Alors, je sais qu'il y a un module de formation, Sarah t'en parlait tout à l'heure, pour l'inclusion, il y a un module de formation qui existe sur justement comment parler de son handicap en entreprise, il me semble. Absolument. Oui, c'était vraiment là lors d'une réunion commerciale, le module précisément. Souvent, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais s'il y a voilà, un service handicap ou des référents handicap, souvent à partir de, il me semble que c'est de 200 salariés, il y a des référents handicap. Certaines entreprises, justement, pour voilà, que les salariés se sentent à l'aise ou les consultants font appel à des référents handicap extérieurs. Donc, c'est des hotlines que vous pouvez appeler qui sont strictement confidentielles. Est-ce que c'est toute l'entreprise qui n'est pas sensibilisée ou alors est-ce que c'est votre manager direct? Et donc, dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez aller voir
ou les RH ou la mission handicap qui peuvent être plus sensibilisés sur ces sujets-là, ou même les délégués syndicaux également sont souvent engagés sur ces points-là. Et pour compléter, si on a personne dans l'entreprise, on fait comment du coup? S'il n'y a pas de référent handicap dans l'entreprise, par exemple, on est dans une très petite entreprise, Ouais, bah, on peut sur toutes les problématiques liées au handicap, tout dépend si c'est la vie personnelle ou la vie professionnelle. ouais. Il y a des conseillers AGFIP, par exemple, donc l'AGFIP que vous pouvez contacter pour évoquer ces sujets-là. Moi, je dirais l'AGFIP. Ok. Je mets le lien dans le chat pour ceux qui s'intéressent. Et je suis vraiment désolée, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre réunion. Merci à tous. Et puis, s'il y a d'autres questions, je vous ai laissé mon adresse email. Voilà. Ok, bah, de toute façon, je pense Merci beaucoup, Sarah. qu'on va s'arrêter là de toute manière. Et puis, on enverra voilà, un petit post sur LinkedIn et un petit mail à tous ceux qui sont venus à l'événement. Merci. Merci Marie. Merci. Et une bonne Merci à journée à tous. tous. Au revoir. Ciao.